annonce importante en fin de vidéo. Allez, aujourd'hui on termine notre serveur NAS fait maison qui va pouvoir stocker toute notre data et lancer des serveurs. La config c'est ok, l'installation TrueNAS c'est ok, il manque plus qu'à bien configurer tout ça et ajuster quelques soucis restants. Le NAS est sous tension et sur un navigateur, je vais taper l'adresse IP qu'on avait repérée pendant l'installation de TrueNAS dans la dernière vidéo. Moi c'est celle-ci, j'appuie sur entrée et je vais tomber sur l'interface de login de TrueNAS. Par défaut le username c'est admin. Et le mot de passe, pareil, on l'avait défini dans l'installation. J'appuie sur Entrée pour Login. Et puis on va tomber sur l'interface de TrueNAS, notamment le dashboard. On a des cartes avec des informations, notamment par exemple le CPU avec les températures, ça c'est sympa. La mémoire RAM, le storage, on verra ça plus tard, le réseau. Et puis les backups, si on a des backups. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever cette carte TrueNAS Help qui sert un peu à rien. Donc on va dans Configure et on enlève la carte Help et on clique sur Save. Voilà, comme ça c'est un peu plus propre. Ensuite, première chose à faire importante, si vous avez défini un mot de passe un peu bidon pendant l'installation, on peut aller dans Admin en haut à droite et puis de changer le password ici. Donc je vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi dans Admin revenir et mettre une clé de double authentification. Ça, c'est aussi important si vous avez des données sensibles. On va maintenant changer quelques réglages principaux dans System Settings et dans Général. On va mettre à jour la localisation ici dans Settings. Et puis, vous pouvez ici, par exemple, changer le langage. Moi, je laisse en anglais car la plupart des tutos sont en anglais sur Internet. Donc, je trouve que c'est quand même bien plus simple pour les reproduire. Vous pouvez changer le clavier ici, le langage clavier. Moi, j'ai mis French Switzerland. Et puis, la time zone. Moi, je suis en Suisse, donc c'est Europe Zurich. Vous, ça sera certainement Europe Paris si vous êtes en France. Le format de la date, par défaut, on est sur celui-ci. Année, mois, jour. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai mis le format qu'on a ici en Europe. Et puis, pareil, le format de la date, ici, j'ai laissé par défaut. Celui-ci est très bien. On clique sur Save. Voilà pour les réglages de base. On va maintenant passer à la configuration réseau vraiment importante à faire. On va donc se diriger sur l'onglet Network et on peut voir qu'on a une première carte avec les interfaces réseau disponibles. Moi j'en ai 4 et ça correspond donc à mes 4 ports Ethernet disponibles sur ma carte mère. On peut voir également que j'en ai une de connectée par câble sur ma box Wi-Fi. On a l'adresse IP du NAS qui a été définie automatiquement grâce au DHCP et la première chose à faire est de la redéfinir en tant qu'IP statique. Ça va nous permettre de nous simplifier notre gestion réseau car si à chaque fois qu'on relance notre box, une nouvelle adresse IP est redéfinie à chaque fois, ça va devenir embêtant surtout si on a des services plugués sur cette adresse IP. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans Edit ici, on va désactiver le DHCP, on va cliquer sur Add ici. Donc moi je vais mettre 192.168.1.51 car je sais que c'est une adresse IP qui n'est pas utilisée sur mon réseau. Donc faites attention de votre côté à bien utiliser une adresse IP disponible. Et le masque sous réseau, on va choisir 24 qui correspond au 255.255.255.0, le masque sous réseau par défaut utilisé. On va cliquer sur Save et à partir de là, on a donc une nouvelle configuration réseau qu'on va venir tester ici avec Test Changes. On clique sur Confirme, sur Test Changes. Une fois qu'on a cliqué sur Confirmer, on va donc venir chercher notre nouvelle adresse IP sur notre navigateur. .1.51, j'appuie sur Entrée. Et puis là, j'atterris donc sur mon interface. Je re-rentre mes logins. Se connecter. Et puis là, il me propose d'accéder aux paramètres réseau pour confirmer l'enregistrement des changements. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis je vais faire Save Changes ici en haut à gauche. Save. Voilà, à partir de là, on a défini notre adresse IP statique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans la configuration globale dans les settings à droite et on va renseigner le default gateway qui correspond à la passerelle réseau, donc notre box réseau. Par défaut, c'est la 192.168.1.1. Vous pouvez vérifier ça, je pense qu'il y a une étiquette en dessous de la box réseau qui indique cette adresse IP. Sinon, vous pouvez toujours utiliser un logiciel comme IP Scanner pour la retrouver, mais il y a quand même de fortes chances que ça finisse par .1. Pour les serveurs DNS,
Moi j'aime bien utiliser ceux de Google, c'est fiable et sécurisé. Donc c'est le 8.8.8.8 et puis les serveurs secondaires c'est 8.8.4.4. On va pouvoir cliquer sur Save et à partir de là, notre NAS sera donc connecté au réseau. Maintenant, toujours concernant le réseau, pour optimiser au max la bande passante sur la lecture et l'écriture de fichiers, dans la dernière vidéo, je vous ai montré, j'essayais d'utiliser cette carte réseau 10 gigabits seconde connectée sur un des ports M2 via un adaptateur PCI Express, le tout relié via Ethernet directement sur mon Mac. Ça, c'était le plan de base. Malheureusement, je n'arrive toujours pas à la faire fonctionner. J'ai bien vérifié l'alimentation via le port SATA, comme beaucoup d'entre vous me l'avaient mentionné en commentaire. Sur mon shell TrueNAS, on dirait que la carte est quand même bien reconnue. Les pilotes ont l'air aussi d'être bien installés, mais ça ne fonctionne toujours pas. Peut-être que ça vient du port M2 de la carte et que c'est compatible que SSD NVMe. Pourtant, c'est marqué quand même PCI Express 3.0, donc je pense que c'est normalement compatible. J'aurais peut-être pu éviter ce problème en achetant l'autre version de la carte mère qui, elle, possède un port PCI Express exprès justement pour la carte réseau, mais je peux plus la renvoyer, je crois que j'ai dépassé les délais de renvoi sur AliExpress, donc au lieu d'y passer encore des heures, je pense que je vais renvoyer cette carte à Amazon et à la place, je vais acheter un switch compatible LACP pour faire de l'agrégation de liens, car j'ai quand même 4 ports RJ45 disponibles sur la carte mère. En gros, ça va me permettre de combiner ces 4 câbles réseau pour qu'ils fonctionnent ensemble comme un seul lien logique. Attention, ça ne va pas additionner les bandes passantes comme on pourrait le penser et obtenir du 2,5 x 4, donc 10 gigabits seconde, mais ça va plutôt répartir la charge réseau et utiliser plus efficacement la bande passante totale disponible. Si par exemple j'ai Home Assistant qui tourne et qu'en même temps je suis sur un montage, eh bien les deux peuvent utiliser un lien différent pour répartir cette charge réseau et ça peut éventuellement aider pour éviter des goulots d'étranglement. Donc oui, au final, on n'aura pas une aussi bonne vitesse qu'une carte réseau 10 gigabits seconde, mais on sera vraiment beaucoup plus fiable, surtout sur des tâches en simultané. Donc avec du recul, c'est peut-être une meilleure configuration, privilégier la fiabilité à la vitesse. En tout cas, le débat est ouvert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il faut juste que je fasse attention de récupérer un switch qui est donc assez de ports compatibles 2.5 gigabits, mais aussi avec des ports 10 gigabits seconde pour que je puisse brancher ma box et mon Mac qui eux sont aussi compatibles 10 gigabits seconde. J'ai donc fouiné quand même quelques heures pour trouver le switch qui va correspondre parfaitement à mes besoins et qui soit pas non plus trop cher. Globalement, j'en ai trouvé deux. Le premier de la marque Ulinka, environ 90 € et le Zixel XMG 1915 environ à 260 €. Bizarrement, j'ai pas vraiment trouvé l'entre-deux en termes de budget. Le Ulinka correspond tout juste parfaitement à mes besoins sur le papier. Il y a 4 ports 2.5 et 2 ports 10 gigabits seconde. C'est compatible agrégation de liens, donc super, mais j'ai peur d'être limité si je veux ajouter d'autres appareils comme mon NAS Synology. Donc j'ai préféré m'orienter sur le Zixel. J'aurai 4 ports 2.5 en plus et je pourrais comme ça faire de l'agrégation de liens tant qu'à faire avec le Synology. Puisque j'ai des ports SFP+, c'est nécessaire d'acheter des modules compatibles RJ45 puisque c'est des câbles Ethernet que j'utilise et pas de fibre. Ça coûte quand même assez cher, 80 € les deux il me semble. Là je vais pouvoir brancher mes 4 câbles sur les ports 2.5 qui vont être reliés à ma config TrueNAS. Je branche le réseau et puis le deuxième, je l'utiliserai pour le connecter directement sur mon Mac. Une fois que tout est branché sur le switch, ça ressemble à ça. Là, j'ai 2 câbles qui partent sur mon Synology puisque j'ai 2 ports de disponibles. Et je termine le montage en connectant les 4 câbles Ethernet sur la carte mère de ma config TrueNAS. Je vous montre maintenant comment paramétrer cette fameuse agrégation de liens qu'on a mis en place avec le switch. Il faut retourner sur l'onglet Network. On retrouve nos 4 interfaces réseau. Moi, j'en ai une en plus qui correspond donc à l'agrégation de liens. Pour la créer, juste avant, il va falloir reset toutes les configurations de nos interfaces réseau ici, car on avait paramétré une adresse IP juste avant. Et si le DHCP n'est pas activé, j'ai remarqué que l'agrégation ne fonctionne pas. Donc, faites bien attention à reset toutes vos interfaces. Ensuite, on va cliquer sur Add. On va choisir le type, donc Link Agrégation. Et puis pour les paramètres, autant vous montrer directement ce que moi j'ai fait sur mon Bond 2 ici. Je clique sur Edit. Il faut commencer évidemment par donner un nom. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Il faut choisir entre 3 formats, soit Bond X, VLAN X ou BRX. Avec X, le chiffre que vous souhaitez mettre. Donc moi j'ai mis Bond 2 parce que le Bond 1
correspond dans ma tête au NAS Synology. Ensuite, j'ai désactivé le DHCP. J'ai ensuite, dans le protocole, choisi LACP. Ensuite, j'ai choisi Layer 2+3. Globalement, c'est bien pour la redondance et l'optimisation réseau. Ce que ça va faire, très simplement, c'est d'utiliser les adresses MAC plus les adresses IP. Et s'il y en a une des deux qui ne fonctionne pas très bien, eh bien ça va utiliser l'autre. Comme ça, on a plus de redondance. Ensuite, sur le LACPDU rate, là, je crois que c'est la fréquence de vérification au niveau de l'agrégation. Donc, soit slow, on envoie une vérification toutes les 30 secondes, je crois, ou le fast toutes les secondes. Donc, moi, j'ai mis slow. Je pense que ça suffit. Sinon, ça va utiliser, je pense, un peu plus de puissance matérielle et ça va aussi augmenter légèrement le trafic réseau. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, donc à vous de voir, mais je pense que slow, c'est le mieux. Ensuite, on va choisir nos interfaces qui vont travailler ensemble. Donc là, moi, j'ai sélectionné mes 4 interfaces. Ensuite, j'ai défini en bas mon adresse IP statique avec le masque sous réseau 24 comme tout à l'heure. Je peux cliquer sur Save et on va avoir notre bond 2 qui va se créer, mais il ne va pas tout de suite se lancer car il faut configurer aussi l'agrégation de liens sur le switch. Je vous montre rapido sur le ZXL comment j'ai fait, c'est pas très compliqué. Je suis sur le dashboard de Nebula Control Center. C'est le dashboard ou l'application par défaut qu'on vous propose quand on installe le switch. Il faut aller dans Configure ici à gauche. On va dans Switch Ports et on peut voir ici un résumé de tous les switches avec ceux qui sont en activité. Si je veux faire une agrégation par exemple sur les ports 7 et 8 qui ne sont pas utilisés, je vais sélectionner les deux, on clique sur Aggregate et puis sur LACP, je clique sur Aggregate, on clique sur OK et puis ça y est, on a créé l'agrégation. C'est aussi simple que ça. Si je veux enlever ce que j'ai fait, je reclique dessus, on clique sur Split et puis ça y est, on revient sur la configuration par défaut. Moi, vous voyez que j'ai donc une agrégation sur mes 4 ports, mes 4 premiers ports ici, 2.5 reliés à la carte mère. Ils sont bien en activité. On peut voir mes 2 ports ici qui sont en agrégation aussi sur le Synology, notamment du 1 gigabit par seconde. Mais c'est quand même pas mal, sachant que depuis que j'ai fait cette agrégation, j'arrive à faire mes montages sur le Synology. Donc pour vous dire que c'est déjà une assez bonne bande passante pour faire ce qu'on a à faire sur nos montages. Et puis ensuite, on peut voir que ici, j'ai mon switch 10 gigabits seconde, certainement relié à mon Mac ou au réseau, l'un des deux en tout cas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour les curieux qui possèdent déjà un Synology et qui veulent faire l'agrégation, je vous montre aussi rapidement comment j'ai configuré ça. Sur l'interface Synology, il faut simplement aller dans Panneau de configuration, dans Réseau, ensuite dans Interface réseau. Normalement ici, vous avez vos 2 interfaces Ethernet. Ce qu'il faut faire, c'est comme sur TrueNAS, on clique sur créer un bond, ensuite on sélectionne nos 2 interfaces et on clique sur OK, et puis ça va créer ce bond numéro 1 ici, avec l'IP statique qu'on peut définir aussi, et puis ça y est, je suis configuré pour l'agrégation de liens pour mon Synology. Voilà pour le réseau, normalement on est ultra optimisé sur les bandes passantes. J'ai mon Synology et mon TrueNAS qui sont connectés au switch. Une dernière petite chose importante à vérifier, c'est le Mac. Il est bien connecté au switch sur l'un des ports Ethernet. Maintenant, pour être sûr que le réseau passe bien par ce câble et pas par le Wi-Fi, moi ce que j'ai fait dans mes réglages réseau sur mon Mac, je suis allé tout en bas dans Ajouter un service que j'ai configuré en tant qu'interface Ethernet ici. Attention de bien choisir Ethernet. Le nom, j'ai renommé Ethernet pareil. Je ne vais pas le recréer car je l'ai déjà fait. Mais si je vais donc sur cette interface Ethernet et que je clique sur les détails, je vais aller dans TCP/IP. On peut voir que j'ai configuré mon adresse IP manuellement en tant qu'IP statique, comme on l'a fait pour nos autres interfaces réseau, avec le même masque de sous-réseau hyper important. Et puis, pareil, l'adresse routeur qui me permet d'accéder à Internet, qui finit par .1. À partir de là, je clique sur OK. Et puis, je suis bien connecté à Internet avec une super bande passante. On peut voir que j'ai désactivé le Wi-Fi. Ici, j'en ai plus besoin.
La partie storage, c'est un peu particulier car TrueNAS utilise un système de fichiers qui s'appelle le ZFS, car dans le cadre d'un serveur NAS, ça permet de gérer les données de manière bien plus efficace et sécurisée. Par contre, c'est pas forcément intuitif de le comprendre, donc prenons un exemple pour ne pas être perdu après sur notre configuration. Imaginons qu'on a 3 disques durs à disposition. Avec un PC classique, on a souvent 3 espaces de stockage, un pour chaque disque dur, qu'on va pouvoir organiser, par exemple un pour stocker le multimédia, donc nos photos, etc. Un autre pour les jeux, et enfin un autre pour le travail. On peut aussi dire que, étant donné qu'on n'a pas envie de dédier autant de place pour le multimédia, eh bien on peut le partitionner en 2 partitions, donc le premier disque pour allouer une moitié au multimédia, et l'autre par exemple pour des logiciels. De cette manière, avec 3 disques, on a 4 espaces de stockage et on est organisé. Ça, c'est la manière dont on pense généralement notre stockage sur nos PC. Le ZFS, on pense autrement. Au lieu de traiter chaque disque séparément, on les combine tous dans ce qu'on appelle un pool de stockage, plutôt que de gérer chaque disque individuellement. Maintenant, pour que ce pool fonctionne, ZFS utilise des VDEVs pour Virtual Devices. C'est un peu comme regrouper nos disques qui sont dans la pool par équipe pour qu'ils travaillent ensemble pour stocker les données. Par exemple, si on forme une seule équipe avec nos 3 disques et qu'on les fait travailler ensemble en formation RAID Z1, on crée un VDEV, donc une équipe qui peut tolérer la panne de l'un des disques sans perte de données, car ils font l'effort de discuter entre eux pour ne pas oublier ce qu'on leur transmet. Et enfin, à l'intérieur de ce pool de stockage, on peut aussi créer des datasets. Contrairement aux équipes VDEVs, on peut voir les datasets comme des dossiers où l'on peut organiser tous nos fichiers. On pourra créer un dataset par exemple pour le multimédia, les jeux et le travail, comme initialement prévu, à la différence près que les 3 disques travaillent ensemble pour éviter la perte de données. Certes, on perd de l'espace de stockage, mais on assure nos arrières. Pour terminer sur le ZFS, ce qui est bien est que ça débloque une fonctionnalité très pratique qu'on appelle faire des snapshots de nos dossiers dataset. Ça veut dire faire une copie instantanée de nos données à un moment précis, et si on fait une mauvaise manip sur un fichier ou un dossier, on peut toujours revenir en arrière grâce aux snapshots précédents. Avec tout ça, on passe donc d'une gestion classique de disques séparés et de partitions à une gestion unifiée où l'on combine plusieurs disques en un seul réservoir de stockage via des VDEVs. Pour la redondance et la sécurité, on a donc une solution de stockage puissante et fiable pour nos serveurs NAS. J'espère que ça vous a convaincu, car c'est ça qu'on va paramétrer. Bien sûr, avant ça, il faut brancher notre stockage. Moi, je viens positionner mes disques durs. En tant que créateur de contenu, la config de base que je visais, c'était d'avoir donc une pool de 4 disques durs de 8 Tera branchés en formation RAID Z1. Comme expliqué juste avant, ça me permet d'avoir une panne sur l'un des disques sans perdre mes données. Et puis, toujours dans la même pool, j'ai 2 SSD de 500 Go chacun. Il y en a un qui va s'occuper des logs, c'est-à-dire que quand je vais transférer mes fichiers sur le NAS, ça va directement aller sur ce SSD en premier. Ça me permet de transférer rapidement mes rushs, et ensuite ça va les dispatcher sur les disques durs. Et puis le deuxième SSD s'occupe du cache, donc de la lecture de fichiers. Quand je suis sur un montage, ça me permet d'avoir 500 Go avec une excellente bande passante. Je prévois également de faire une deuxième pool avec 2 SSD que j'avais en stock de 1 Tera chacun, que je vais certainement mettre en miroir, et ça me permettra sur cette pool de lancer les applications, donc Plex, des VPN, etc. On verra ça peut-être plus tard ou dans une autre vidéo. La dernière fois, je vous avais expliqué, j'attendais des disques durs de Western Digital, malheureusement que je n'ai jamais reçu. Du coup, j'ai essayé de contacter Seagate, LDLC, Top Achat. Malheureusement, aucun n'a voulu vraiment m'aider sur le projet. Il y a juste LDLC qui m'ont envoyé 2 petits SSD, donc c'est sympa, mais c'est pas vraiment ça qui va me faire avancer. Donc j'ai revu à la baisse le stockage que je visais, qui coûte donc à peu près 1000 €. Là, j'ai acheté 4 disques durs de 4 Tera au lieu de 8 Tera, ce qui fait avec les SSD de 500 Go environ 500 € de stockage. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir trouvé de partenaire sur ce coup, mais heureusement que mon agent très spécial m'a trouvé un sponsor de qualité pour soutenir le projet. Thomas, you need to see this. I think you got a problem with your data and identity on the internet. Incogni is the solution. La fuite de données sur Internet. Si vous recevez souvent des appels commerciaux ou des spams dans vos boîtes mail, il y a de fortes chances que vos données ont fuité et que des courtiers en données ont revendu vos informations à des entreprises
sans votre consentement. C'est un réel problème et le processus pour contacter ces entreprises pour supprimer nos données est vraiment long et parfois décourageant. Incogni sont justement là pour faire ce processus à notre place. Ils contactent ces fameux courtiers ou entreprises qui détiennent nos informations perso pour les supprimer. Ça peut concerner nos mails, date de naissance, habitudes d'achat, adresse personnelle. Et si ce process peut être décourageant, c'est parce qu'il y a souvent des objections et eux ils sont là pour faire des relances et vraiment ne pas lâcher le morceau. On est informé de chaque étape du processus, on peut suivre la progression de suppression sur le dashboard de Incogni. Vous l'avez compris, Incogni font le ménage à notre place par rapport aux fuites de données qui touchent quasi tous. Si ça vous intéresse, j'ai un code promo de 60% sur le plan annuel, le lien est dans la description. Je remercie la marque de soutenir le projet. On retourne sur notre configuration. De retour sur TrueNAS, la partie network c'est donc terminée. On va maintenant se diriger sur l'onglet Storage et on va cliquer en haut à droite sur Disque pour vérifier que nos disques sont bien reconnus. Moi ce que j'aime bien faire c'est dans les colonnes ajouter le type de disque. On peut voir mon SSD avec la poule de démarrage. C'est sur ce SSD qu'on avait installé TrueNAS dans la dernière vidéo. Je retrouve bien mes deux SSD de 500 Go ici et je retrouve bien mes 4 disques durs de 4 Tera. Ce qu'on peut faire éventuellement ici, si vous pensez ne pas trop utiliser le NAS, c'est d'aller dans les 4 disques durs, de faire Edit Disque et puis de définir une durée après lesquelles les disques vont s'éteindre. Donc par exemple 60 minutes, on peut définir le Power Management au niveau 1, c'est-à-dire donner le minimum de puissance au disque dur, donc en gros les éteindre. Ça peut être pratique si vraiment vous n'utilisez pas trop le NAS pour conserver au maximum la durée de vie des disques, mais si vous allez l'utiliser assez souvent, je vous déconseille de faire ça car s'amuser à les éteindre et les allumer, au contraire, ça va réduire leur durée de vie. Donc moi je vais toujours les laisser allumés car je pense pas mal utiliser mon NAS. Après on peut toujours revenir dans cette config si besoin. Ce qu'on va faire maintenant c'est donc enfin de créer notre pool. On va donc retourner dans Storage et on va cliquer sur Create Pool. On va pouvoir lui donner un nom, par exemple Main, et on peut activer ici cette case pour le chiffrement de données. Si vous avez des données sensibles, il faut juste noter que ça va utiliser un peu plus de puissance CPU. Ensuite, on clique sur Next et on va créer notre premier VDEV. Donc le layout, moi je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, j'aimerais faire du RAID Z1, je vais cliquer dessus. Je vais choisir mes disques, donc là on peut choisir automatiquement la sélection des disques. Donc moi je vais choisir mes disques durs HDD et puis je vais définir le nombre de disques que je veux allouer pour le RAID Z1. Donc au minimum il en faut 3. Moi je vais utiliser mes 4 disques et puis ça va donc nous créer un VDEV. Sur la droite on peut voir que mes disques durs ici ont bien été utilisés. On a un RAID Z1 en 4x4 Tera, ce qui nous fait un stockage brut de 10 Tera. Donc c'est pas mal, mais j'aurais quand même aimé avoir le double. On peut voir juste en dessous que pour l'instant, nos SSD n'ont pas été utilisés. C'est normal, on va aller cliquer sur suivant pour assigner un SSD pour les logs. Donc le layout, moi je vais choisir Stripe parce que j'ai qu'un SSD pour ce travail. Je vais choisir, voilà, il l'a fait automatiquement, mon SSD. Et puis je vais en choisir qu'un au lieu des deux car je préfère utiliser l'autre pour le cache. Là, il va me renseigner que c'est pas forcément le top d'avoir qu'un seul SSD, mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de risque avec ce type de matos. Je clique sur Next. Le spare, on n'en a pas besoin. On clique sur Next. Et puis là, je vais utiliser mon deuxième SSD pour le cache. Il va se mettre ici automatiquement. On peut voir que j'ai plus de disques à assigner. Ils sont tous assignés pour les logs, la data et le cache. Je peux donc faire un Save and Go to Review. Là en bas, il me met le petit récap avec la capacité brute et on peut cliquer sur Create Pool. Confirmer, voilà, faites attention car vos disques vont être formatés. On clique sur Continue et on a juste à attendre, ça va prendre quelques minutes ou même quelques secondes. Voilà, parfait, ça a pris à peu près 1 minute de mon côté. On arrive maintenant sur les dernières étapes pour configurer notre stockage. Ce qui est important sur ce dashboard, c'est de vérifier la santé des disques de temps en temps. En tout cas, surtout quand on vient de créer sa config et notamment les températures max pour vérifier qu'on est quand même en dessous des 50 degrés. Moi, je suis sur du 48 degrés, je trouve que c'est un peu juste.
Donc vérifiez bien vos ventilations, surtout quand vous faites un boîtier custom dans un tiroir un peu comme je l'ai fait. C'est important de regarder un peu les rapports de température ici et de vérifier la température des disques. Voilà pour ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est de créer des datasets, mais juste avant, pour faire les choses propres, on va aller dans les credentials et on va créer un nouveau groupe de personnes. On va cliquer sur Add en haut à droite et on va créer une team. Donc moi je vais faire la team YouTube qui peut potentiellement m'aider par exemple sur mes montages. Super important, tout en bas, on va activer l'authentification Samba et on va cliquer sur Save. Ensuite, on va revenir dans les credentials et on va créer un nouveau user. On va cliquer sur Add en haut à droite. Je vais mettre mon prénom puisque je ne me suis pas encore enregistré. On met un mot de passe. Et puis, je vais venir désactiver cette option ici, sinon ça va créer un groupe automatiquement. Nous, on a déjà créé la team YouTube, donc je vais m'enregistrer dans cette team. Et puis, je vais aussi m'ajouter dans le groupe root pour me donner le full access. Et puis, je vais aussi activer les commandes sudo et puis surtout l'authentification Samba ici tout en bas. On clique sur Save. Enfin, maintenant, on va pouvoir aller dans les datasets et à partir de la pool qu'on a créée précédemment, on va donc ajouter un dataset. On va lui donner un nom. Donc moi, je vais mettre YouTube. Et puis, le preset, on va utiliser SMB car c'est ce protocole qui va nous permettre de partager ce dossier sur le réseau. Là, ça nous propose de créer le share au même nom. Nous, c'est ce qu'on veut. On clique sur Save. Voilà, c'est créé. Ça nous propose de démarrer le service SMB et de l'activer automatiquement au démarrage. Oui, c'est ce qu'on veut. À partir de là, notre dossier YouTube est maintenant accessible sur le réseau. On va quand même ajouter des permissions ici dans Edit. Et puis, on va changer le propriétaire du dataset. On va choisir le groupe Team YouTube. Attention, là j'ai oublié, il faut bien cliquer ensuite sur Apply Group. Et puis, je vais venir enlever les built-in users et pareil pour les admins. Et puis, je vais faire Apply Permissions ici pour que ça s'active sur tous les sous-dossiers s'il y en a. On clique sur Continuer et puis pareil pour cette permission et on clique sur Save Access Control List. Et puis voilà, on peut maintenant essayer de se connecter sur YouTube. Donc je vais ouvrir mon dossier Finder. Je vais faire commande K pour ouvrir la fenêtre pour se connecter au serveur. Je vais bien taper SMB, puis l'adresse IP de mon serveur NAS. On clique sur connexion. Ça nous propose de nous connecter. Et puis là, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas demandé les accès. Je crois que c'est parce que je les ai déjà rentrés une première fois. Mais en gros, ça y est, j'ai mon dossier ici YouTube de disponible. Je vous montre également sur Windows comment faire. Il faut tout simplement aller sur ce PC. Ensuite, on va aller dans Ordinateur, connecter un lecteur réseau. On va faire /, l'adresse IP de notre NAS. .55 et puis / et le nom de notre dataset, donc nous c'était YouTube. On clique sur terminer, on va renseigner notre login, donc moi c'était Thomas et mon mot de passe. Je peux mémoriser mes informations, ok. Et puis ça y est, je tombe sur mon dossier YouTube, je peux maintenant m'amuser avec. Pour terminer sur le stockage, je vous montre quand même ce que j'obtiens en termes de vitesse avec mon installation. Pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle hyperv3. Donc je vais aller dans mon shell et je vais taper hyperv3-s pour serveur. Ça va lancer une écoute côté serveur et puis je vais lancer mon terminal et puis je vais taper hyperv3-client cette fois avec l'adresse IP de mon NAS. Ça va faire un test. Le test terminé, j'obtiens donc 2.33 gigabits par seconde en moyenne. C'est à peu près l'ordre de grandeur que je dois obtenir avec cette config en 2.5. Peut-être avec quelques optimisations, je peux aller chercher un peu plus haut. Si on fait un exemple sur du transfert de fichiers de 46 gigas à peu près, que là je viens coller dans mon dossier YouTube, on peut voir que on est environ sur 3 minutes pour transférer 46 gigas. Donc c'est pas une vitesse incroyable,
mais c'est suffisant pour que ça soit assez rapide. Là, logiquement, si quelqu'un d'autre transfère en même temps que moi ce même dossier, ça devrait aller à la même vitesse des deux côtés grâce à l'agrégation de liens. On a presque terminé le tuto côté TrueNAS. Je vous montre quand même comment fonctionnent les snapshots pour sécuriser vos données. Donc on va retourner sur notre interface TrueNAS. On va aller dans les Data Protections. C'est ici globalement qu'on fait des backups, etc. Donc pour créer un simple snapshot, on va cliquer ici sur Snapshots. On va cliquer en haut à droite sur Add. On va sauvegarder notre dataset YouTube. Ça va lui donner un nom avec la date et l'heure. On clique sur Save. À partir de là, on vient de créer donc un snapshot. Si je retourne sur mon dossier Finder dans YouTube et que je supprime le dossier qu'on avait déplacé juste avant, donc là je vais le supprimer. Voilà, parfait. Et que maintenant je reviens sur mon snapshot, que je clique dessus et que je clique sur Rollback et que je clique ici sur Confirme et Rollback. Je vais sur Go to Storage. On va retourner sur notre dossier YouTube. On va refresh tout ça. On va se déconnecter. On va retourner sur notre réseau YouTube. Et puis voilà, il apparaît de nouveau. On n'a pas perdu nos données. C'est hyper pratique si on a fait des mauvaises manips. Maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre en place des snapshots périodiques. Donc on peut retourner sur Data Protections, on peut cliquer ici sur Add et puis on va choisir notre dataset YouTube. La config de base, c'est de laisser un snapshot qui va durer 2 semaines, après il va se supprimer automatiquement. Le nom du schéma va se faire automatiquement en fonction de la date et de l'heure et il va être programmé pour faire un snapshot tous les jours à minuit. Et puis on peut cliquer sur Save et puis voilà, on a donc un peu plus de sécurité sur nos données, c'est vraiment sympa. Ensuite, si vous voulez faire des backups cloud, je vous redirige vers la fin de ma dernière vidéo où justement on avait mis en place un backup cloud avec Infomaniac. Suite à vos suggestions en commentaire pour améliorer le NAS, je vous montre ce que j'ai amélioré. J'ai commencé par enlever les 2 grilles pour avoir une meilleure ouverture sur le devant. J'ai remplacé mes 2 ventilos sur le devant par des Noctua NF A9/14. Ils sont plus fins et plus silencieux, donc ça sera bien plus agréable. J'ai ensuite imprimé cette pièce pour la face avant pour cacher les défauts. Et je vais aussi découper une grille anti-poussière que je vais mettre juste derrière et que je vais coller avec de la colle forte. De cette manière, je pense que ça va bien mieux filtrer les poussières. Je viens visser la grille avec des vis. Voilà notre face avant terminée, je pense que c'est bien mieux comme ça, merci pour vos retours. Et concernant les élastiques pour limiter les vibrations, effectivement ils vont peut-être s'user dans le temps et finir par craquer. Donc pour être sûr que ça n'arrive pas, j'ai mis de la mousse de 1 mm au fond, ça va je pense les supporter un peu plus et avec le temps s'ils viennent à casser, eh bien au moins le disque dur ne tombera pas sur du dur. Les ventilos installés fonctionnent bien, par contre je n'arrive toujours pas à contrôler la ventilation. Dans le BIOS on a bien des options pour piloter la ventilation, mais c'est uniquement pour le ventilo du CPU. Il n'y a pas de contrôle sur le port fan de la carte mère, donc dommage, je réglerai sûrement ça avec un régulateur de tension. Ça y est, notre NAS est enfin opérationnel. Je pense que niveau réseau, je suis pas trop mal. Surtout les connaisseurs, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Ça m'aide beaucoup pour m'améliorer. Vous avez maintenant toutes les cartes, je pense, pour configurer vos propres NAS sur mesure avec TrueNAS. On prendra le temps dans une 3e vidéo pour vous montrer tout ce que moi je vais installer dessus en termes d'application. Ça sera l'occasion pour tester aussi des serveurs, voir ce qui fonctionne un peu moins bien avec cette config et cette carte mère AliExpress. Une dernière annonce importante à vous laisser. Jusqu'au 19 juin, j'ai mon cours Fusion 360 qui est en promotion à moins 40%. C'est vraiment l'occasion pour vous de créer vos propres pièces de manière sur mesure en autonomie. Par exemple, sur ce projet, la grille à l'avant a été faite sur mesure sur Fusion 360. C'est vraiment une compétence clé pour beaucoup de projets. Vous verrez, le cours est vraiment construit de manière à apprendre progressivement avec des projets de plus en plus durs à réaliser. Surtout, passez bien par le lien en description, sinon la promo ne s'applique pas. Voilà, attention, ça s'arrête le 19 juin. Mesdames et messieurs, on se retrouve évidemment très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!